toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Le représentant pays du programme alimentaire mondial en Guinée, le responsable du département business du groupe Exim Bank, était récemment au ministère de l'économie et des finances. À l'ordre du jour, le renforcement du partenariat entre la Guinée et ces deux entités. Et puis le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat était samedi dernier sur le chantier d'extension et de rénovation du voile de la mariée. Cette visite lui a permis de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Les échos dans ce journal. À la fin de cette édition, nous irons à l'hôpital régional de Bokeh pour parler de la prouesse du personnel soignant dans la prise en charge des patients de la localité. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué de la présidence de la République. Communiqué. Cérémonie d'investiture du président de la République du Sénégal. Dans un esprit panafricain, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, quittera Conakry ce mardi 2 avril 2024 pour prendre part le même jour à la cérémonie d'investiture du président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Sont conviés à prendre part au cérémonial de départ prévu à 7h30 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, les personnalités ci-après. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, les membres du CNRD, messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane et les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 1er avril 2024, cabinet civil de la présidence de la République. Je vous le disais au sommaire, deux partenaires techniques et financiers ont récemment été reçus par le ministre de l'économie et des finances. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement du partenariat entre notre pays, la Guinée, et ses partenaires au développement. Mamadi Gassama. Au ministère de l'économie et des finances, Mourana Souma multiplie les rencontres pour assurer davantage les partenaires de la Guinée. Avec le programme alimentaire mondial, il était question de faire le point sur l'intervention de cette institution dans le processus de développement. Nous avons apprécié de bonnes collaborations des ministres des Finances et nous voudrions continuer beaucoup de choses comme programme national de cantine scolaire et aussi de projets d'agriculture et avec aussi autres instituts, Banque mondiale et PAD. Mourana Souma s'est dit favorable pour redynamiser cet élan de partenariat, ceci en vue d'atteindre un plus grand nombre de cibles qui bénéficient de l'accompagnement du PAM. C'est un programme important pour la Guinée dans le sens de la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Vous comprendrez que le PAM intervient dans un segment très important qui nous permet d'avoir un taux de scolarisation plus élevé parce que ça permet de financer des cantines scolaires. Ça permet aux plus démunis d'aller à l'école de façon très basique. Ça permet aux plus pauvres de se consacrer à leur éducation. Avec Exim Bank, les discussions étaient axées sur la qualité du partenariat entre cette institution et la Guinée. Le responsable du département business a également exprimé la disponibilité du groupe Exim Bank Chine à recevoir de nouvelles offres de financement de nouveaux projets éligibles à l'accord cadre sino-guinéen, dont l'enveloppe s'élève à 21 milliards de dollars américains. Akoya, le ministre de la Jeunesse et des Sports rencontre les membres du Conseil national de la jeunesse au niveau local. Un premier tête-à-tête plein d'engagement et de propositions devant tenir en compte les préoccupations des jeunes de la localité. Moussa Komara.
Chaude poignée de main entre le président du Conseil national de la jeunesse et le tout nouveau ministre de la jeunesse et des sports pour créer une proximité entre ces deux entités. Ce premier contact offre l'occasion aux membres de cet organe consultatif d'exprimer leurs préoccupations. On a parlé de toutes nos préoccupations et monsieur le ministre a pris tout son temps et a répondu, ce qui nous a vraiment marqué à plus d'un titre. Et à partir de là, on a compris que le ministère de la Jeunesse est plus que jamais accessible aux jeunes, qu'on peut venir vraiment exposer nos problèmes et qu'on a, monsieur le ministre et toute son équipe ici pour nous écouter, pour vraiment nous orienter et surtout pour nous apporter des conseils. Avoir un siège et des bureaux équipés pour le démembrement de l'organe et des moyens logistiques sont entre autres soucis exprimés. Prenant la parole, le ministre rassure qu'ensemble ils feront la mission. Les échanges sont francs et directs et des engagements sont pris de part et d'autre. Nous les avons écoutés et nous les avons promis d'être ambassadeurs auprès de mon gouvernement, évidemment auprès du président. Et ce que nous pouvons résoudre, nous allons le résoudre. Mais en même temps, nous aussi, nous avons des préoccupations. Vous savez, les jeunes, ils sont la solution, mais ils ont aussi des problèmes. Donc, nous avons fait un échange de revendications. Donc j'ai proposé aussi, donc transmis évidemment au Conseil national de la jeunesse les préoccupations de mon gouvernement pour que nos jeunes se mettent au travail et qu'ils construisent la paix et qu'avec eux nous soyons capables de faire la croissance. Mise en place depuis 2023, après une longue année d'attente, le Conseil national de la jeunesse se veut un interlocuteur fiable entre le pouvoir public et les jeunes. Il forme 410 bureaux, 3690 membres sont élus et plus de 10 000 jeunes sont représentés dans les bureaux. Loin des sapeurs-pompiers avec un accès difficile pour tout secours, le conteneur qui abritait les émetteurs de diffusion de la RTG, Radio Rurale, BBC, RFI a été incendié. Un dégât qui aura sans doute des répercussions négatives dans la diffusion de l'information en Guinée pendant un moment. Pour l'instant, l'origine de l'incendie reste inconnue. Sona Sagno, Sarafdine Diallo. Environ 12 km du centre-ville de Labé, le centre de diffusion des émissions situé sur la montagne de Limboko a été victime d'un incendie d'origine inconnue. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. J'ai entendu tout d'un coup comme ça, quand le moteur s'est arrêté, j'étais en train de prier. J'accours pour venir regarder qu'est-ce qui ne va pas. Je viens trouver que en bas du conteneur, le feu est devenu incandescent là-bas. On ne pouvait même pas regarder en bas. Je crois que le groupe s'arrête automatiquement. Quand il s'arrête automatiquement, le dernier arrêt là, souvent c'est les étincelles qui sortent là-bas. J'ai vu ça. 14h45, j'ai été alerté par M. Camara qu'il y a le feu dans le conteneur au sommet de la montagne. Alors j'ai informé les citoyennes, chacun a pris son bidon d'eau. On a couru pour venir secourir et éteindre le feu. On trouve M. Camara coincé avec un émetteur. Après, on a mis l'eau sur lui et puis il a repris conscience et nous on a continué à éteindre le feu pour limiter les dégâts. Loin des sapeurs-pompiers, avec un accès très difficile, le compteur qui abritait les émetteurs de la radio rurale, la BBC, la RFI et plus les deux groupes électrogènes de 33 kVA, les câbles triphasés, les armoires de commande, amplificateurs et autres équipements sont partis en fumée. La radio rurale de Labé a été impactée suite à cet incendie, en ce sens qu'on n'aimait pas. Actuellement, on est à l'arrêt. La population de Labé réclame la radio rurale. Il n'y a pas de RTG qui passait par la radio rurale de Labé. Il n'y a pas d'information au niveau du quotidien de la région de Labé. Il n'y a pas de séance de sensibilisation. Il n'y a pas de vulgarisation des initiatives et apports gouvernementaux. Le conteneur est parti en fumée et moi je pense que tous les ingrédients, si je peux me permettre, étaient là pour que le conteneur prenne feu. À cette saison chaude, si vous mettez, en tant que profane, si vous mettez deux groupes électrogènes de 33 kVA dans un même conteneur, séparé d'un paroi métallique qui est aussi conducteur de chaleur vers les émetteurs, toutes les conditions sont réunies pour que le conteneur prenne feu. Le feu a été maîtrisé grâce à la mobilisation des citoyens de Limboko.
Parallèlement à Farana, la radio-télévision guinéenne vient d'être relancée à travers l'arrivée d'une nouvelle équipe mixte dépêchée par M. Fana Souma, ministre de l'Information et de la Communication. L'équipe a d'abord installé le nouvel émetteur de la radio rurale qui était en panne depuis 20 jours avant d'installer ceux de la radio et télévision nationale. Ibrahima Oulé Fofana, compte rendu. Après 3 jours d'intense activité de ces techniciens de la Direction nationale des services de diffusion de la radio rurale et des partenaires fournisseurs d'équipements, les Faranaka peuvent désormais capter la radio nationale à travers la fréquence habituelle, la 91.6. Il y va de même pour la télévision nationale par le biais de l'antenne Ratou. C'est un effort à l'actif du ministre Fana Souma. Pour moi d'abord un sentiment de satisfaction dans la mesure où l'équipe du ministère de l'Information et de la Communication s'est rendue à Farana dans le cadre de la relance de la radio rurale locale qui était déjà en panne depuis un certain temps. Et de l'autre côté aussi le fait de relancer la radio nationale et la télévision nationale, c'est encore un autre offre de soulagement. On avait trouvé que le système d'antenne ne fonctionnait pas. On était obligé de changer ce système-là. Et la radio rurale avait un problème d'émetteur. On a changé l'émetteur aussi. L'émetteur de la radio nationale a été changé. La télévision, il y avait un problème de panne. On a pu résoudre ce problème-là. La reprise des émissions réconforte les citoyens, en premier lieu les autorités de Farana, longtemps sévrées des services de la RTG. La présence de cette équipe sur le terrain a aussi été un ouf de soulagement pour la radio rurale de Farana, dont l'émetteur ne fonctionne plus depuis plusieurs jours. Bon, c'est un réconfort moral, parce qu'on a fait près de 20 jours, la radio n'émettait pas. Et ça, c'est un fardeau moral envers nous, parce que les populations sont là sans nouvelles, sans information. Maintenant, si les émissions là sont rétablies, on ne fait que remercier les autorités à tous les niveaux. Ça fait longtemps qu'on ne recevait pas les images de la RTG sans passer par Canal+. C'est la même chose avec la radio nationale. Et pourtant, c'est le média d'État. Nous remercions vraiment le ministre de l'Information et de la Communication pour ses efforts. Farana n'est pas la seule contrée qui connaît ce problème d'émetteur. D'autres villes aussi en manquent. Depuis juillet 2022, une mission en tête, le directeur national des services de diffusion était sur le terrain pour faire l'état des sites de diffusion, souci auquel le ministre de l'Information et de la Communication entend remédier au plus vite. À Cancan, la réhabilitation des voiries urbaines fait partie des priorités du CNRD. Dans les quartiers Banakoroda et Salamani, les travaux avancent à grands pas. Les habitants sont plus que jamais satisfaits du premier résultat. Djamonkaba. À Cancan, plus de répit pour changer l'image des voiries urbaines. La circulation commence à devenir fluide à Banakoroda et Salamani, deux quartiers historiques de Baté. C'est un axe stratégique que le gouvernement de la transition a choisi de réhabiliter sur une distance de 10 km. À près de 60% des travaux, l'acte est perçu comme une délivrance pour les usagers. Ce tronçon était impraticable, surtout pendant la saison pluvieuse. Aujourd'hui, au nom du chef de quartier, nous disons merci au président de la transition. Le calvaire devient désormais un mauvais souvenir. Les travaux sont exécutés par un ensemble de main-d'œuvre locale engagée à honorer l'entreprise contractante. Au sein de ce capital humain qualifié, un vent de renouveau mis en branle pour le respect du Code du travail. À la tête du mouvement syndical, Oumar Sako, choisi pour défendre les travailleurs de l'entreprise Guiter. Conformément aux dispositions du Code du travail, en son article 330.1 et du décret du 18 décembre 2014 portant réglementation des élections sociales dans le secteur public, parapublic et privé, nous avons l'honneur et le plaisir de procéder aujourd'hui, ce matin, à la mise en place de la délégation syndicale au sein de notre entreprise Guiter SA. Aujourd'hui, à syndicat Guiter,
Quand on dit syndicat, c'est arbitre entre la direction générale et les travailleurs. Donc tout ce que je peux faire pour le travailleur en l'envers des entreprises, je ferai pour ne pas que le travail soit gâté. Au compte de ce renouvellement des instances des sites de Banankoro, Missamana, Balandou et Kankan, dans un climat de convivialité, des engagements sont renouvelés pour promouvoir l'esprit du vivre ensemble au sein de l'entreprise. Une autre ambition du gouvernement de la transition qui contribue à la qualification des main-d'œuvre locales. Deuxième grand titre de cette édition, projet d'extension et de rénovation du voile de la mariée à Kindia. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Moussa Moïsila, était ce 30 mars sur le chantier en compagnie de son homologue de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. L'objectif de cette visite était de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Bakary Bambakon, des reportages. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïsila, accompagné de son collègue de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Mori Kondé, ainsi que des membres de son cabinet, a effectué une visite de terrain ce samedi 30 mars 2024 sur le chantier de construction et d'extension du voile de la mariée situé à Kindia. L'objectif de cette visite était de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux de ce projet présidentiel officiellement lancé le 4 mai 2023. Sur place, le ministre Moussa Moïsila, faisant un constat de désolation sur le site, a déploré le retard accusé dans l'exécution des travaux avant d'interpeller les responsables des différentes entreprises contractantes. Le premier constat, c'est honnêtement un constat de désolation, de non-satisfaction, parce que vous êtes rendu vous-même compte après la visite des différents lots de ce chantier que ça n'avance pas du tout. Ces travaux ont été lancés le 4 mai 2023 et les travaux auraient dû prendre fin 6 mois juste après. Les entreprises, parce que les travaux ont été subdivisés en 5 lots pour 5 entreprises, et bien chacune d'entre elles s'était engagée à préfinancer à hauteur de 100% les travaux. Et de mai 2023, nous sommes aujourd'hui, disons en avril 2024. Et les chantiers, je pense que le taux d'exécution pour l'ensemble, le taux d'avancement pour l'ensemble des lots, ça ne dépasse pas les 25%, les 28%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un retard véritable et puis il y a un manque de volonté. Et à cela s'ajoute le fait que les entreprises n'ont pas respecté les engagements qu'elles ont librement signés. Le voile de la mariée, site écotouristique qui présentait il y a seulement 2 ans une image attractive, une beauté naturelle à couper le souffle avec une chute d'eau bercée par le gazouillement des oiseaux, est aujourd'hui dans un piteux état présentant une image des plus sinistres. En cause, les activités des populations riveraines sur la couverture végétale. Cet endroit part de la volonté ferme, de la détermination du gouvernement, du président de la République, de développer un peu et de valoriser nos offres touristiques. Il faut diversifier ces offres touristiques. Nous avons un véritable potentiel, mais qui n'est pas valorisé. Donc ce chantier part de ce constat-là. C'est un chantier écotouristique, qui veut dire qu'on allie non seulement la préservation de l'environnement, de la biodiversité, de l'écosystème local, mais aussi on allie cela au loisir. Vous vous rendez compte, en dépit, en plus du fait que les travaux n'avancent pas, vous vous rendez compte que la biodiversité qui est là, les ressources naturelles qui sont là sont en train d'être pillées. Pour sa part, le préfet de la région s'est engagé à prendre des dispositions le plus vite possible pour éviter la dégradation de la nature sur ce site à vocation écotouristique. Non, ça, c'est au niveau, par exemple, au niveau du cantonnement forestier de Kindia, il y a un service qui s'occupe de ça. Donc, nous allons les interpeller. Parce qu'on leur a dit, quand il y a eu coupure de bois ici, on les a interpellés pour venir voir avec les ouvriers et avec les entreprises comment est-ce qu'il faut faire pour répertorier les espèces qui sont coupées. Concernant le retard accusé dans l'exécution des travaux de ce projet présidentiel, le ministre Moussa Moïsila reste catégorique et formel face aux entrepreneurs.
Dans l'actualité, les responsables de la coordination générale de la mode en Guinée rencontrent les acteurs du programme Les 72 heures du textile guinéen en Belgique. L'idée est d'expliquer à la dite coordination l'impact d'une telle initiative au-delà de nos frontières. C'est également une occasion d'inciter les partenaires techniques et financiers de se joindre à cette cause culturelle noble. Mikene Moussa Kamara, Nomoso Diakité. La 3e édition des 72 heures du textile guinéen est attendue à Bruxelles, en Belgique. L'événement se tiendra du 1er au 3 août 2024. Une conception de la coordination générale de la mode de Guinée pour promouvoir l'industrie du textile guinéen sur la scène internationale. La particularité pour cette année est que cette année, on invite presque 25 pays, mais aussi il y a des organisations belges qui seront invitées à cet événement vraiment pour que ça soit une réussite plus que la précédente édition. Bruxelles est la capitale de l'Europe. Ce sera une occasion pour les autres pays africains de venir avec nous pour magnifier notre culture africaine en général et en particulier nous, ce sera pour faire que le textile guinéen soit encore plus reconnu, plus connu. La Fondation humanitaire Makongo Family Charité est le principal partenaire financier de ce programme. Dr David Makongo s'engage à accompagner la délégation guinéenne dans la capitale de l'Union européenne. Je serai présent avec eux et à tous les niveaux et tout ce que je peux contribuer, soit mes idées ou soit si c'est pour contribuer de l'argent pour arriver à un résultat ou soit mobiliser la diplomatie guinéenne pour négocier les accords qui vont à la protection de la mode guinéenne. Moi, je serai présent à tous les niveaux. Après les 72 heures du textile guinéen à New York aux États-Unis et Dubai Expo en 2023, la mode guinéenne n'a pas encore fini de briller sur la carte du monde. Elle est très attendue cette année en Belgique, une manière de vendre positivement le textile guinéen. Je vous le disais donc, clôture du mois de la femme. La PAC Guinée a récemment organisé une rencontre d'échange autour du thème pratique du journalisme. Qu'est-ce qu'il faut attendre des femmes? Une occasion solennelle pour discuter des problèmes qui freinent leur évolution dans les médias. Guinéen Sané, reportage. Dans le paysage médiatique guinéen, nombreuses sont ces femmes qui évoluent dans les différentes rédactions à Conakry et à l'intérieur du pays. À Conakry, dans le cadre de sa mission de défense des femmes, la PAC Guinée organise cette rencontre d'échange professionnel. On a organisé ce panel pour échanger avec les femmes journalistes sur la pratique du métier. Qu'est-ce qu'on attend des femmes dans ce métier? C'était un peu ça le thème autour duquel les échanges ont porté. Donc l'objectif, c'est d'amener les femmes journalistes à se mettre plus à la tâche, à se dire que ce métier, il est noble, il est beau et elles doivent le pratiquer avec plus de responsabilité et plus de rigueur et plus de don de soi. La féminisation du métier de journaliste, l'absence des femmes dans les émissions à grande écoute et sur les sujets d'investigation sont entre autres menus de cette rencontre. Il y a 3 choses essentielles qu'il faut dans cette profession, c'est la formation et encore la formation. J'ai demandé aux jeunes consoeurs d'être compétentes, d'être qualifiées dans cette profession, mais surtout aussi d'être audacieuses et d'oser aller sur des terrains où les femmes n'osent pas aller. Le plaidoyer que nous pouvons faire, c'est d'appeler les filles et femmes journalistes à venir comme leurs confrères, à investir ce domaine-là, n'est-ce pas, et à s'imposer. On les sollicite parce que généralement, les femmes, elles sont patientes, elles prennent tout leur temps, elles sont persévérantes. Les panélistes ont invité les femmes journalistes à se remettre en cause et à plus de responsabilités dans l'exercice du métier. D'autres actions sont attendues dans les mois prochains, toujours en faveur des femmes, selon les responsables de la PAC. En prélude au forum de la santé communautaire, les acteurs de la santé de Kindia ont tenu leur première revue trimestrielle, une occasion pour eux d'analyser les stratégies mises en place pour faire face aux défis du moment. Yaya Silla.
La santé communautaire est une plateforme essentielle dans le système sanitaire en République de Guinée. Elle est basée sur la gestion participative de l'ensemble des acteurs intéressés par la santé de la communauté. Ils se réunissent ici pour une revue trimestrielle de l'ensemble des stratégies mises en place et pour identifier le défi. L'essentiel de la santé dans notre pays, surtout sur le plan préventif, se trouve au niveau de la santé communautaire. Et c'est la revue de ces activités qu'on est en train de faire pour identifier les défis afin de planifier d'autres activités qui seront réalisées dans les 3 prochains mois. Les goulots d'étranglement rencontrés dans la mise en œuvre des activités, qu'on puisse tirer des leçons et faire un plan d'amélioration de ces goulots d'étranglement. La plateforme santé communautaire se tient en prélude au Forum national sur la santé communautaire en Guinée. Un forum qui regroupera les professionnels de la santé, les partenaires techniques et financiers et les représentants des communautés. Nous prévoyons, le ministre de la Santé, d'organiser précisément du 24 au 26 avril un forum national consultatif qui va regrouper l'ensemble des acteurs et qui va se pencher sur les défis liés à la mise en œuvre de cette stratégie sur le terrain. La rencontre de cette première session de la revue à mi-parcours va produire un rapport synthèse qui sera le document de base pour le Forum national de la santé communautaire. Rendons-nous à présent à l'hôpital régional de Bokeh. Là-bas, vous allez le voir, les médecins sont à pied d'œuvre tous les jours pour améliorer les conditions sanitaires des populations. Mais pas que, l'accueil et l'hygiène sont aussi de rigueur dans cette structure sanitaire. Pour donc exprimer leur reconnaissance vis-à-vis du travail bien fait, les sages-femmes des 14 ethnies de Bokeh se sont mobilisées pour louer les efforts du personnel de santé en faveur des communautés. Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. L'hôpital régional de Bokeh est l'une des structures sanitaires de référence du pays. Ces dernières années, cette structure sanitaire s'est illustrée par la qualité des services dans la prise en charge des patients. Les différents services, comme la pédiatrie et l'ophtalmologie, ne désemplissent pas. À tous les niveaux, le personnel soignant s'active pour soulager des malades venus de partout dans la contrée. Notre objectif, c'est de satisfaire cette population. L'État nous a mis ici pour satisfaire cette communauté. Et toutes les stratégies, on va les réfléchir pour atteindre notre objectif. En plus de la qualité des soins offerts aux malades, l'accueil et l'hygiène sont également de rigueur dans cet hôpital régional. C'est pourquoi ce matin, les sages se sont fortement mobilisés pour venir saluer les prouesses des médecins en faveur des populations. Nous sommes venus ici pour remercier l'ensemble des travailleurs de cet hôpital. Actuellement, les populations de Bokeh sont satisfaites du travail bien fait du personnel soignant. Cette mobilisation des sages de la région de Bokeh est une reconnaissance du travail bien fait des médecins qui sont à pied d'œuvre tous les jours pour sauver des vies dans les communautés. Nous changeons de sujet à présent. À l'image des autres pays du monde, les fidèles chrétiens de Guinée ont ce dimanche célébré Pâques de l'église Saint-Paul et Pierre de Bonfi en passant par l'église anglicane de Saint-Pierre de Fotouba. La victoire du Seigneur Jésus-Christ a été commémorée dans une effervescence absolue. Ce moment de pardon et de vivre ensemble a connu la présence des autorités religieuses du pays. Marwan Kamara, Soriba Bangoura. Ici, à l'église Saint-Paul et Pierre de Bonfi, le rendez-vous marque la célébration de Pâques. Une fête qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À cette occasion, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses s'est joint aux fidèles chrétiens dans les églises pour célébrer la tradition chrétienne. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général des corps d'armée Mamadi Doumbouya, celui de son Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Riba,
et au nom de toute la population croyante de Guinée, venir vous exprimer notre profonde gratitude, remerciement et satisfaction pour toutes les prières ferventes formulées pour la paix et l'unité dans notre cher pays. Chaque fois qu'on fait ce mémorial, nous savons que notre salut est renouvelé. C'est pourquoi il y a des baptêmes, des mariages à cette occasion pour nous permettre d'avoir des souvenirs, des mémorials qui aillent dans le cadre de la célébration des festivités de Pâques. Ici, au port de Boulbiné, dans la commune de Kaloum, ils sont nombreux ces fidèles chrétiens à s'embarquer à bord des pirogues pour l'église anglicane Saint-Pierre de Fotoba. Seul motif, partager ce moment de réflexion sur les valeurs de sacrifice, d'espoir et de pardon qui sont au cœur du message du Christ. Nous sommes venus pour fêter ensemble la fête de Pâques 2024. Afin que nous visitions les lieux, nous nous rendons compte dans quel état les paroissiens de Saint-Jacques, le divin de Fotoba, font la fête, afin de les encourager en les remettant une enveloppe symbolique. Le Christ a prêché le pardon. Il a pardonné à ceux qui lui ont cloué sur la croix. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne savons pas ce que nous faisons, mais nous devons comprendre que la Guinée est un et indivisible. La fête de Pâques est la plus importante pour la communauté chrétienne. Elle est la plus ancienne et la fête centrale de l'année liturgique. Et disons que la fête de Pâques est la résurrection du Christ après le temps des passions. Les églises catholiques et protestantes manifestent leur joie pour commémorer cette solennité. C'est également l'occasion pour les fidèles d'implorer Dieu pour la paix et la cohésion sociale. Saint-Martin, Francina Douno, reportage. Dans les églises protestantes et missions évangéliques, les fidèles vivent la résurrection de Jésus-Christ. Chants, cantiques religieux et prières sont montés au ciel pour célébrer la victoire du Christ sur la mort. Le président de l'Association des églises et missions évangéliques de Guinée, AIMEG, prie dans son église baptisée, église de la réconciliation et de guérison. En la cathédrale La Grâce de Yataya, les chrétiens n'ont pas voulu se faire compter cette commémoration de Pâques. Des messages de paix et de cohabitation pacifique de l'évêque Joseph Tonia Doré pour des communautés justes. Le conseil que j'ai pour mes compatriotes, mes frères et sœurs, est un appel à l'unisson, un appel à l'unité, un appel à la paix, mais un appel à la foi, un appel à la confiance en Dieu. À l'église protestante Emmaüs d'Anta, cette commémoration est célébrée dans la joie. Dans les différents textes bibliques du jour, le pasteur célébrant a appelé l'ensemble des chrétiens à vivre ces moments d'espérance tout en cultivant le pardon et l'amour du prochain. Je voudrais lancer cette première prière à Dieu pour les autorités de la transition, pour que le Seigneur continue à leur donner la sagesse et l'intelligence, comme il en a fait pour le roi Salomon, qu'on appelle aussi Suleiman, pour qu'il dirige le pays avec la sagesse et la crainte de Dieu. C'est une joie pour nous d'être ici avec nos frères et sœurs. Pour moi, la Pâque, c'est la délivrance. On était piégés, on était morts, on était destinés à l'enfer, mais Christ, par amour pour nous, a donné sa vie, s'est sacrifié. Comme il a dit, il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Bogola Abba, lui-même fidèle de l'EPE Emmaüs d'Anta, participe à la célébration de cette solennité. Des instants de méditation sur le sacrifice de Jésus-Christ pour le salut des hommes qui redonne espoir aux fidèles et aux autorités publiques dans leur cheminement religieux. Notre souhait, c'est que cette fête de résurrection, de la résurrection du pardon, évidemment, soit pour la nation un sujet de réconciliation. Le gouvernement à qui j'appartiens, le gouvernement du Premier ministre Amadou Riba, a pris la question du pardon et de la réconciliation au centre évidemment de son action. Et nous avons été envoyés en mission par le président général du corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya, en mission de réconcilier, de rassembler notre peuple.
Partout dans les églises protestantes et missions évangéliques de Guinée, les fidèles prient pour la reconversion des hommes, la culture de la cohésion sociale et l'épanouissement de l'église, ainsi que la promotion des œuvres de charité en faveur des personnes déshéritées. Dans l'actualité toujours, la 40e promotion de la faculté de droit continue de perpétuer sa tradition d'assistance aux religieux et aux personnes déshéritées. Cette année, l'amicale a décidé d'apporter son soutien au centre d'initiation des prêtres à Kendoumaya, préfecture de Koya. Il s'agit entre autres du riz, du ciment et des chaises en plastique. Abdul Karim Kamara. Dans la préfecture de Koya, Pâques résonne aussi au grand séminaire interdiocésain de Kendoumaya. Depuis 16 ans, ce temple du savoir est au service de l'Église catholique de Guinée dans la formation des prêtres. Nous avons été choisis par Dieu qui nous guide, qui nous conduit. Donc on ne s'appuie pas sur notre propre sagesse, sur notre intelligence ou notre capacité de mener notre vie à nous-mêmes. On se fie à lui et on compte sur la providence divine pour vivre notre mission. En cette joyeuse Pâques du Carême, le centre de Kendoumaya bénéficie des actes de charité. Parmi les bons samaritains, les membres de la 40e promotion de droit, sciences économiques et gestion. Ici, cette amicale apporte du riz, 2 tonnes de ciment, des chaises ainsi qu'une enveloppe symbolique. Le don là est pour toute la Guinée, parce que toutes les préfectures de la Guinée sont représentées ici, dans cette structure-là. Le choix vraiment n'est pas fortuit. D'année en année, la solidarité de la famille se renforce plus qu'hier. Ça, si Dieu n'est pas dedans, je ne pense pas que ce n'est pas évident. Ceux qui sont ensemble aujourd'hui, quand on était ensemble à l'université, certains ne se connaissaient pas, se voyaient juste au campus. Aujourd'hui, ils sont des frères. Pour les responsables de cette mission sacerdotale, le don de l'AP40 est un exemple de fraternité, de communion et d'amitié où la diversité n'a pas de frontières. Jésus lui-même a dit dans l'évangile, ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous avez fait. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, etc. Que le Seigneur leur donne d'abondantes grâces, que ceux qui n'ont pas encore de promotion, qu'ils aient la promotion. L'AP40 a plus de 20 ans d'existence et compte près de 700 membres. Depuis sa création, elle n'a jamais failli à cette tradition d'assistance aux mosquées, églises et personnes déshéritées. Les femmes dans les institutions, comment gravir les échelons? C'est le thème d'un panel organisé par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée en collaboration avec le CIRD. L'événement vient ainsi boucler ce mois de mars, mois dédié à la femme. Kerno Maroufba, Abdoulaye Diallo. Au terme du mois dédié à la femme, le Centre international de recherche et de documentation et l'ONG Femmes, Développement des Droits Humains en Guinée sont à nouveau devant les femmes. Dans cette salle, elles sont activistes et femmes modèles dans l'émancipation de la jeune féminine. Elles se retrouvent pour échanger sur un sujet leur concernant, l'évolution des femmes dans les institutions. Nous avons discuté de 1001 choses, des droits de la femme. Et moi personnellement, je me suis penchée sur l'éducation parce que c'est mon domaine. Je me suis dit que l'éducation, c'est la base du développement durable. Lorsque une femme à une éducation de qualité, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par le primaire, le secondaire, l'enseignement technique et la formation professionnelle, en étudiant les sciences, les mathématiques et la technologie, eh bien, elle est outillée pour la vie. Elle comprendra ses droits, elle saura les défendre et elle pourra contribuer au développement de son pays. Ce qu'on peut être pour rendre l'autonomisation de la femme une réalité. Je me dis que ça, c'est le thème qui convient. Parce qu'on aime à le dire, et ça c'est une vérité, les femmes, c'est les baromètres de la société. C'est nous qui enfantons, c'est nous qui allaitons, c'est nous qui transmettons à la jeunesse les vertus cardinales de la société. Au cours de cette rencontre d'échange, le rapport de formation sur les techniques de montage et de gestion de projets organisé par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée est présenté aux participantes. Si on veut se battre pour l'égalité des sexes, il faut passer par l'autonomisation des femmes, mais aussi ne pas oublier le partage d'expérience, la formation, vous l'avez suivi ici. Si la femme veut gravir les échelons pour occuper des postes de responsabilité, il faut se former. Tout passe forcément par la formation. À la rencontre, plusieurs questions liées aux droits des femmes sont largement évoquées par ces panélistes.
Les préoccupations liées à l'autonomisation ont été au centre des débats pour marquer la fin du mois de la femme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Bonsoir.